soir, non pas tant pour m'écouter, mais parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ou mal le travail de Bernard Schroeter et que vous allez avoir la possibilité de voir un de ses films, ce qui est extrêmement rare. Et vous êtes chanceux et privilégié de pouvoir avoir dans cette ville à la fois une institution comme le Goethe-Institut et un festival comme Écran Mixte qui permettent de diffuser ce type de film. Et je les remercie infiniment les uns et les autres de permettre la découverte de ce cinéaste dont on ne voit plus les films en France, en tout cas que très difficilement. Uniquement, globalement, quand des institutions et des festivals s'associent. J'avais eu le plaisir l'année dernière à la Cinémathèque de Toulouse de présenter déjà une soirée d'hommage à Bernard Schroeter qui avait été faite en collaboration avec le festival de films LGBT de Toulouse, des images homo. Et vous m'avez été diffusé 2 films de Bernard Schroeter, 2 et Le Roi des Roses. Donc c'est vraiment dans le cadre de collaboration entre des institutions culturelles, comme la Cinémathèque de Toulouse ou comme ici le Goethe-Institut de Lyon, et des festivals engagés, militants, qui savent que la question de la mémoire, qu'elle soit mémoire cinéphilique, cinématographique, mais aussi communautaire, si je puis dire, la mémoire culturelle au sens très large, est une question très importante. Cette question de la mémoire, elle est évidemment essentielle sur des personnalités importantes et oubliées, parce que le temps est cruel, parce que la mémoire est sélective, parce que des gens qui ont été marquants, très particuliers à une époque, leurs souvenirs s'égarent, et dans la mesure où les films ne sont plus visibles, quasiment rien en France n'existe en DVD pour Bernard Schroeter, les traces de son cinéma se perdent. Et puis, il faut bien dire que la mémoire de Schroeter est écrasée, si je puis dire, par l'ombre de l'ogre du cinéma allemand, son exact contemporain, Fassbinder, dont on a l'impression qu'il résume à lui seul cette période absolument glorieuse et magnifique de la création en Allemagne, des images renouvelées en Allemagne, on aura l'occasion d'en parler, alors que c'est loin d'être le cas, et que Schroeter est sous des formes, sous des apparences, sous des allures, sous des approches extrêmement différentes, finalement, je ne dirais pas l'équivalent, mais en tout cas l'alter ego de Fassbinder. Donc cette question de la mémoire, il faut en permanence la retravailler, et le Goethe-Institut, là aussi, des institutions, mais aussi un festival comme Écran Mixte qui travaille beaucoup sur le patrimoine, il participe, il contribue de façon essentielle. La mémoire pour Bernard Schroeter, c'est aussi de se souvenir que, on pourrait dire que c'est 2 anniversaires cette année 2015, 70e anniversaire de sa naissance, 5e anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort en 2010 du cancer. Donc on est voilà, un peu à la croisée de beaucoup de choses pour lui. Redécouvrir Bernard Schroeter, c'est s'apprêter à une expérience, à plusieurs expériences, je dirais même plutôt, puisque c'est un cinéma qui ne ressemble qu'à lui-même. C'est un cinéma qui fonctionne sur des codes, des modes extrêmement particuliers. On a l'habitude aujourd'hui d'un cinéma où le récit domine, où l'efficacité domine, où le scénario est essentiel. Si c'est cela que vous espérez voir en voyant La mort de Maria Malibran, je vous le dis tout de suite, vous allez être très très dérouté. On est presque dans l'exact inverse de ça. On est dans un cinéma où l'esthétisme prend le pas sur le discours, dans un cinéma où la narration est au second plan par rapport à la représentation, dans un cinéma où la psychologie est
totalement absent, c'est quelque chose qui n'intéressait pas du tout Schroeter, et où par contre la sensation, le sentiment, l'émotion est omniprésente, où le décorum, où la cérémonie sont des choses essentielles et centrales. C'est un cinéma qui marie des expérimentations visuelles permanentes et en même temps des références, des sources, des éclats qui renvoient à tout le classicisme de la culture. Et tout le classicisme à la fois de l'opéra, qui est, je pense que vous allez entendre ce mot un certain nombre de fois ce soir, et tout ce que porte l'opéra comme charge émotionnelle, comme code de narration, mais aussi l'histoire du cinéma, puisque, et vous le verrez dans La mort de Maria Malibran notamment, le cinéma de Schroeter est à la fois un cinéma de l'ultra-modernité du moment où il se construit, et un cinéma qui se nourrit de l'histoire du cinéma, puisque les actrices de Maria Malibran jouent comme pouvaient jouer les actrices du cinéma muet. C'est-à-dire que Schroeter fait le pont entre, on dirait, Murnau, pour rester dans le cinéma allemand, de la fin du muet et du début du parlant, et l'époque où il se construit, c'est-à-dire les années 70-80, qui sont ces grandes années. Donc, cette passerelle-là, elle est essentielle aussi chez Schroeter, et je dirais que c'est un cinéaste du ressenti pur. C'est un cinéaste qui utilise de façon tout à fait particulière la pure puissance de l'image. Contrairement à, comme je le disais tout à l'heure, à ce dont on a plus l'habitude aujourd'hui, qui est plus un cinéma de la narration, du récit. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est l'image qui prime sur la parole, c'est l'image qui prime sur le scénario, l'image et le son. Parce que le cinéma, c'est l'image et le son, depuis un certain nombre de décennies. Et on verra que le cinéma de Schroeter est aussi un mythe sonore. Donc il y a toutes ces dimensions-là qu'on va croiser dans cette œuvre tout à fait unique, singulière, fascinante, foisonnante, à la fois sulfureuse et bouleversante, une œuvre hantée par la mort, une œuvre hantée notamment par, plus que la mort, par le sentiment de la fin de quelque chose qui s'approche. La fin d'une vie, la mort de Maria Malibran, la fin d'une culture, la fin d'un monde, la fin d'une civilisation. C'est tout ça qui est à l'arrière-plan, et peut-être même au premier plan, du cinéma de Werner Schroeter, et c'est tout ça qu'on va croiser, avec en plus un mot qui, à mon sens, le caractérise le plus, et qui est un mot qu'il revendiquait lui-même, c'est le mot de passion. Schroeter disait « Je ne filme pas l'amour, je filme la passion ». Et on voit bien la différence. La passion, c'est une forme d'absolu. C'est la passion, c'est dévorant. La passion, ça peut être mortifère, ça l'est très souvent chez Schroeter. La passion, c'est ce qui dévore. La passion, c'est le destin auquel personne n'échappe. La passion, c'est la tragédie c'est la tragédie grecque. La Grèce, c'est l'opéra. L'opéra, c'est la Calas. La Calas, c'est l'idole de jeunesse de Werner Schroeter, celle qui lui inspire tous ses premiers courts-métrages, celle qui hante toute sa filmographie. Et au-delà de la Calas, la passion, selon Schroeter, ce sont des femmes icônes, des surfemmes,
des femmes bigger than life, comme on dirait dans le cinéma hollywoodien, qui tiennent toute la place centrale de ces récits. C'est la Calas, c'est Maria Valibran, ce sont ces égéries, Ingrid Caven, Isabelle Huppert, Carole Bouquet, Bulogier, Candy Darling, l'actrice d'Andy Warhol, et surtout, plus que tout, au moins autant que la Calas et qu'Isabelle Huppert, qui sont les deux pôles de sa fascination pour ces femmes plus grandes que nature, pour ces équivalents de ce que pouvaient être les grandes stars hollywoodiennes de l'âge d'or, son actrice égérie, son actrice transgenre à tous les sens du terme, Magdalena Montezuma, qui sera de quasiment tous ses films jusqu'à sa mort en 1984, puisqu'elle décédera 15 jours à peine après la fin du tournage du Roi des Roses. Je disais transgenre à tous les sens du mot transgenre, parce que le cinéma de Bernard Schroeter, c'est aussi ça, c'est aussi le dépassement des genres. Quel que soit le sens qu'on met sur le mot genre, genre cinématographique, les genres sexués, les genres sexuels, les genres liés à l'identité. C'est aussi le dépassement des cultures. C'est un cinéma qui n'a pas de frontières entre les sexes, pas de frontières entre les désirs, pas de frontières entre les modes de vie, et pas de frontières non plus entre deux cultures au moins, puisque le cinéma de Schroeter, c'est aussi un dialogue permanent entre l'Allemagne, la culture allemande, et l'Italie, qui est là aussi au cœur de tout. L'Italie, l'opéra, Naples, le baroque, tout ça circule dans le cinéma de Schroeter. C'est un cinéma qui ne fait pas de différence non plus entre ce qu'on appelle la haute et la basse culture. C'est-à-dire c'est un cinéma qui dépasse là aussi les frontières du bon goût, si je puis m'exprimer ainsi, où l'opéra et le film noir se rejoignent et ont la même valeur, où une chanson napolitaine a la même densité, la même intensité, la même importance culturellement qu'un tableau allemand de la Renaissance. Je dirais, en ce sens-là, qu'il y a dans le cinéma de Bernard Schroeter, dans cette façon de dépasser toutes les frontières, quelque chose qu'on pourrait appeler, non pas du cinéma kitsch, non pas du cinéma baroque, même si ces deux mots pourraient s'appliquer sans trop de mal à certains de ses films, à l'essentiel de ses films, mais plutôt un cinéma camp, c'est-à-dire un cinéma qui est à la fois dans une forme d'outrance, dans une forme de magnificence, dans une forme de décadence et dans une forme de regard ironique sur tout ça. Parce que même si c'est tragique ce qui se passe chez Schroeter, il y a toujours une distance. La tragédie n'est pas quelque chose qu'on reçoit dans la figure au premier degré. Il y a une forme de regard pas du tout surplombant, pas du tout manipulateur, mais un regard qui nous dit que tout cela, tous ces destins hors normes, tous ces destins cataclysmiques, plus grands que la vie qu'ils nous racontent et qui se mettent en place, tout cela finalement, ce n'est que du théâtre ou de l'opéra. Je crois que, pour essayer de voir un petit peu ce qu'est le cinéma de Bernard Schroeter, il faut avoir en tête, avant d'aborder les films en eux-mêmes, c'est que c'est un cinéma qui est totalement de son temps,
C'est-à-dire que quand il apparaît à la fin des années 1960, qui court dans les années 70 et 80, et c'est quand même surtout, enfin, le film que vous allez voir tout à l'heure, on est vraiment à la top. Schroeter est vraiment un des cinéastes de la modernité de ce moment-là. Et en même temps, c'est un cinéaste totalement hors du temps. C'est-à-dire que il était déjà hors norme, il ne ressemblait déjà qu'à lui-même alors, dans les années 69, 70, 71, 72, et il ressemble encore plus uniquement à lui-même aujourd'hui, où on a cette distance de près de 50 ans, plus de 40 ans en tout cas, sur ces films. Cette singularité du cinéma de Schroeter le rend extrêmement précieux et en même temps déroutant. Il déroutait déjà à l'époque parce il avait une forme d'invention, de modernité, d'expérimentation, de mode narratif très particulier et très ne renvoyant finalement qu'à lui-même. Et pourtant, on était dans une époque où il y avait beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais, beaucoup de choses qui se mettaient en place dans le cinéma. On essayait beaucoup de choses dans le cinéma de cette période-là. Donc aujourd'hui, tout ce qui était déjà très prégnant, très visible à l'époque, enfin cette singularité-là qui était déjà très sensible à l'époque, l'est à la puissance 10, 20, 30, 40, je ne sais pas. Donc je crois qu'il faut accepter de se laisser perdre dans l'univers et dans les images et dans les sons de Schroeter. Et que cette dimension hors du temps de l'époque et hors du temps aujourd'hui, c'est finalement ce qui le rend peut-être cette œuvre totalement intemporelle. Son temps, justement, je crois qu'il faut peut-être le situer ce moment singulier où il apparaît. Il faut avoir en tête ce qu'on n'imagine peut-être pas forcément aujourd'hui, quand on voit le dynamisme de la culture allemande et de l'économie allemande, que ce cinéma allemand qui avait été puissant, magnifique, créatif, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1910-1920, ce cinéma allemand a été évidemment la victime, lui aussi, du nazisme. Et que tous les grands créateurs, les Fritz Lang, Murnau était mort, enfin, Douglas Sirk, beaucoup des grands cinéastes allemands sont partis au moment de l'arrivée des nazis. Et donc c'est un cinéma qui a été décapité. Et pendant les 12 ans où Hitler a été au pouvoir, c'est un cinéma à la fois de propagande et de pur divertissement qui a existé. Donc, même s'il y avait des artisans tout à fait honnêtes, intéressants, avec des qualités de cinéaste incontestables, on avait le cinéma allemand avait quand même perdu tout ce qu'il avait inventé à l'époque de l'expressionnisme, avec Lang, etc., etc. Et ça ne s'arrange pas dans l'après-guerre. C'est-à-dire qu'une fois que l'Allemagne est libérée du nazisme, pendant près de 20 ans, le cinéma allemand va être un cinéma, je n'ose pas dire inexistant, mais presque. Un cinéma qui n'est guère fait que de comédies bavaroises, de polars de troisième zone, dans les années 60, de comédies sexy, voire de documentaires sur la sexualité, qui en fait n'étaient que des prétextes à montrer des corps nus, parce qu'on était au moment des prémices de la libération sexuelle, mais les gros succès du cinéma allemand de cette période-là, c'est quand même les aventures de Winnetou, un western tourné en Allemagne sur un personnage d'Indien,
un cinéma extrêmement créatif. Et c'est un cinéma qui, pendant 20 ans, va être à peu près ça, jusqu'au milieu des années 60, où des jeunes gens en colère, si faire un parallèle avec la même période du cinéma anglais qui va aussi se renouveler sur cette période-là avec un groupe qui s'appellera les jeunes gens en colère, un groupe de jeunes futurs cinéastes, apprentis cinéastes, se regroupe. Ça va donner ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand, qui va apparaître dans ce milieu fin des années 60, et dans lequel se manifestent pour la première fois des noms qui vont être les noms, quelques-uns des noms essentiels du cinéma européen des 2 décennies suivantes, les Volker Schlöndorff, les Wim Wenders, les Hans-Jürgen Zilberberg, les Werner Herzog, tous ces gens-là gravitent, les Alexander Kluge, enfin bon, tous, ils sont tous là à signer un manifeste et à créer ce nouveau cinéma allemand. Et ce qui est fascinant, c'est que les premiers films de ce nouveau cinéma allemand, quelques-uns des premiers films de ce très marquant, de ce nouveau cinéma allemand, tournent autour de la question de l'homosexualité. Je pense au Désarroi des Lefterless, premier film de Volker Schlöndorff, où on est sur une thématique qui est celle d'une histoire de collège, avec des tensions à l'évidence sexuelle entre les jeunes gens. Et peut-être plus fortement encore, Peter Fleischmann, son premier film, Scène de chasse en Bavière, 1969, c'est cela, c'est la traque d'un homosexuel, enfin d'un supposé homosexuel, par un village tout entier qui décide de l'éliminer. Et je disais que ce nouveau cinéma allemand regroupait tous les futurs noms importants des décennies à venir. Il y a 3 noms que je n'ai pas cités et qui sont pourtant des noms essentiels, mais je disais aussi que ce nouveau cinéma allemand tournait autour de la question de l'homosexualité, et il tourne essentiellement autour de l'homosexualité grâce à ces 3 noms qui, sous des modes extrêmement différents, vont totalement bouleverser les images de l'homosexualité à l'écran. C'est Fassbinder, bien sûr, je vous apprendrai rien, qui, dès la première année où il est cinéaste, 1969, réalise 4 films. Il mourra à 37 ans, il aura fait près de 40 films, plus des spectacles, voilà, une espèce de monstre génial dont l'ombre portée est encore présente aujourd'hui, et qui va, sur la question des images de l'homosexualité, vraiment bouleverser les choses, en faisant, dans les films où elle est présente, l'équivalent exact de tous les autres modes de vie. Ça n'est jamais un sujet chez Fassbinder, l'homosexualité, même si dans Les larmes amères de Petra von Kant, on est sur un couple de femmes, même si dans Le droit du plus fort, on est sur un couple d'hommes, même si dans La L'année des 13 lunes, on est sur un couple avec un transsexuel. Ça n'est jamais cela le sujet du film. Le sujet du film, c'est toujours le couple. Le couple, quel qu'il soit homo, hétéro, avec un trans, entre 2 femmes, est toujours une entité oppressive. Donc cette modernité-là de Fassbinder d'installer l'homosexualité, enfin toutes les formes de sexualité sur un plan égal, et d'en faire un non-sujet dans ses films, est une révolution. À côté de Fassbinder, le deuxième nom de cette trilogie, de ce trio, de cette trinité plutôt d'ailleurs, du cinéma allemand de l'époque, il y a Rosa von Braunheim, qui est